Bonjour à tous, avec l'équipe des GRAC, l'équipe du Printemps de l'économie. On est très heureux de vous avoir avec nous pour ce cinquième café, avec comme invité spécial Eric Orsena, qui va nous parler aujourd'hui de la réflexion que lui inspire la situation singulière que nous vivons tous. Sous ce titre, L'unité de la vie, qui n'est pas un titre tout à fait par hasard, que c'est d'ailleurs le titre de son prochain livre, et un livre qui fait partie d'un cycle qu'il a consacré à la mondialisation. Au fond, l'eau, le coton, enfin, vous avez tous lu ces différents ouvrages. Et cette réflexion, elle se poursuit à travers donc, cette réflexion forcément marquée par l'expérience que nous vivons. Donc voilà, on va commencer sans plus attendre. Je remercie aussi René Friedman qui a accepté de suivre, d'être le grand témoin de ce café et qui, comme Eric a un rendez-vous avec un certain nombre d'élus à la fin de la première partie qui finira vers 9h15, c'est René qui reprendra le flambeau et la conclusion. Voilà, donc sans plus attendre, je passe la parole à l'équipe du Printemps, Pierre-Pascal, Rémi, et puis on attaque tout de suite avec Eric. Oui, bonjour à tous. On est ravis de ce nouvel événement avec les GRAC. Donc, je salue tout le public des GRAC, également les gens de notre conseil scientifique là, qui sont connectés aujourd'hui, ainsi que nos partenaires. Et puis, bien évidemment, pour dire qu'on est ravis d'avoir Eric Orsena. Au Printemps de l'économie, on aime bien parler d'économie, mais on aime bien aussi ne pas laisser la parole qu'aux seuls économistes. Alors, Eric Orsena, en plus, a la double casquette, puisqu'il est économiste et en plus, voilà, on va avoir une parole singulière, histoire de prendre un petit peu de hauteur. Donc, on en est ravis. Merci, Eric. Merci. Alors, voilà, donc la règle du jeu… Rémi, tu veux dire quelque chose? Ok. Donc, c'est Diane qui sera l'organisatrice de la réunion. Donc, on coupe les micros pour pouvoir éviter des bruits parasites. On est presque 300 sur le Zoom. Et mais par contre, vous pouvez formuler des questions et c'est Diane qui ensuite les transmettra pour qu'Eric puisse répondre dans la seconde partie de ce café. Absolument. Eric, tu es aussi l'ambassadeur de l'Institut Pasteur. Donc, je voulais préciser cette mission internationale qui me paraît tout à fait de circonstance pour parler du sujet d'aujourd'hui. Tu as la parole et encore merci. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, cette histoire a commencé il y a à peu près 15 ans parce que, à la suite de hasard et de manigance, j'avais été élu à l'Académie française et au fauteuil de Pasteur. Et pendant 12 ans, j'ai eu à côté de moi François Jacob, pendant toutes nos réunions, et qui m'engueulait en disant « Tu n'as pas honte d'avoir posé tes fesses sur le fauteuil de Pasteur alors que tu es économiste et romancier. C'est deux raisons qui font de toi un ignorant. Donc, essaye d'apprendre 2-3 petites choses en biologie. » Donc, j'ai écrit une biographie de Pasteur et ensuite, j'ai travaillé sur les moustiques. Mais auparavant, j'avais quitté le Conseil d'État pour me changer en reporter et j'avais essayé de regarder un petit peu ce qui se passait avec la mondialisation. Alors, j'ai commencé avec le coton, j'ai poursuivi avec l'eau, j'ai travaillé après sur le papier, sur les villes, et puis je me suis demandé ce qui se passait dans nos relations avec les bêtes sauvages. Et donc, il y a 5 ans, j'ai commencé à travailler sur les moustiques. Et j'ai écrit un petit livre qui s'appelait « Géopolitique des moustiques », le livre qui a le moins marché de tous ceux que j'ai écrits, parce que les gens qui s'approchaient d'une librairie avaient peur d'être piqués. Et donc, voilà, ce livre a été un échec, mais c'est celui qui m'a, d'une certaine manière, le plus intéressé. Parce que j'ai découvert un univers absolument fascinant. En résumé, j'ai découvert ce que c'était qu'une maladie émergente. Qu'est-ce qu'une maladie émergente? C'est une maladie qui commence à toucher un pays riche. Je vous rappelle que chaque année, sans qu'on en parle, les moustiques sont la cause de 750 000 morts en moyenne, et principalement des jeunes, et dans l'immense majorité dans les pays du Sud. Donc, ça ne nous intéresse pas du tout.
Et donc, j'ai appris en même temps ce que c'était que les maladies émergentes. C'était des maladies qui étaient la plupart du temps transmises par des animaux lorsque on avait envahi leur territoire. Un exemple, c'est une fièvre hémorragique en Corée, où on avait, pendant la guerre, ayant demandé plus d'augmentation de la production agricole, déforestée. À ce moment-là, on avait envoyé dans l'air des petits morceaux de rongeurs, lesquels avaient été inhalés par les paysans qui déforestaient. Les paysans l'avaient transmis aux soldats américains qui, quand ils sont revenus aux États-Unis, ont transmis la fièvre. Donc, j'ai été absolument fasciné par cette première notion de maladie émergente et d'unité de la vie, c'est-à-dire que dans la vie, il n'y a pas de frontières. Deuxième remarque qui m'a très intéressé en grâce à ce que j'ai appris grâce aux moustiques. Les moustiques, ils existent en gros depuis 250 millions d'années, mais ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est leur capacité d'adaptation. Pourquoi? Nous, êtres humains, en un siècle, nous avons en gros 4 générations. Les moustiques, ils vivent une trentaine de jours. C'est-à-dire que si on retire les périodes froides qu'ils n'aiment pas trop, chaque année, il y a 7 générations. Ce qui fait qu'alors que nous avons 4 générations pour nous adapter en un siècle, les moustiques ont 700 générations pour s'adapter. Donc, ils ont beau être beaucoup plus petits et beaucoup plus bêtes que nous, au bout d'un moment, quand on a une telle opportunité, une telle multiplication d'opportunités, évidemment, ça donne des possibilités immenses. Troisième leçon de cette plongée dans le monde des moustiques, leçon principale, parce que j'ai appris plein d'autres choses dans ce monde du vivant dont j'ignorais absolument tout, c'était la grande question de l'éradication. Avec les nouvelles technologies liées du CRISPR-Cas9, c'est-à-dire, pour résumer, des ciseaux moléculaires, assortis d'un processus de forçage génétique qu'on appelle en anglais gene drive, on pourrait d'une certaine manière éradiquer les moustiques. Alors, il y a des tas de gens qui vous disent il faut éradiquer les moustiques, ça ne sert à rien, etc. Eh bien, pas du tout. Ça sert à des tas de choses, notamment dans les filières alimentaires pour les oiseaux, etc., pour dépolluer dans la première phase aquatique de leur vie les étangs, les mares dans lesquelles il y a les moustiques, encore une fois, au moment où ils sont que des larves. Et puis surtout, ces mécanismes de manipulation génétique peuvent très bien enregistrer des monstres que l'on ne serait plus à même de contrôler. Et aussi, la nature ayant horreur du vide, comme on sait, si les parasites qui sont transportés par les moustiques n'ont pas d'avion porteur, on peut dire, ils trouveraient sans doute des remplacements. Donc, vous voyez, c'était des questions très intéressantes et je me disais, et là je me suis trompé, qu'on risquait très fortement une épidémie qui viendrait des moustiques et qui nous porterait la dengue. Pourquoi? Parce que chaque moustique peut porter une certaine catégorie de parasites et le moustique tigre peut porter la dengue. Et nous avons des moustiques tigres, notamment du fait du réchauffement, dans une bonne soixantaine de départements français. Pour l'instant, ils ne portent rien, c'est-à-dire qu'ils nous piquent, c'est désagréable, mais ils ne nous transmettent aucune maladie. Mais si jamais il y avait d'arrivée des parasites qu'ils transportent, ils nous transporteraient les parasites de la dengue. Et vraiment, je ne vous souhaite pas d'avoir la dengue. Vous savez qu'il y en a 4 catégories qui peuvent se succéder et que vous n'êtes pas immunisé quand vous avez eu la première. Donc voilà ce que j'ai appris grâce aux moustiques. Alors j'ai continué ma petite enquête et je me suis dit qui je vais choisir. Et j'ai choisi le cochon. Pourquoi le cochon? Parce que le cochon, c'est la viande la plus consommée au monde. Et aussi parce que, comme je suis breton, je vis la plupart du temps, une bonne partie de l'année en Bretagne, le cochon a permis à la Bretagne de sortir de la grande misère que j'ai connue
moi, au milieu des années 50. Et donc, grâce à cet élevage intensif, eh bien, la Bretagne a réussi à se développer. Évidemment, avec des coûts environnementaux très élevés. Et alors, ce qui m'intéresse, c'est que, d'une certaine manière, la Bretagne est un peu comme la Chine, c'est-à-dire un terroir relativement petit par rapport à une population qui veut se développer. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le cochon? On s'aperçoit que depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis la domestication, depuis les premiers moments de l'âge de la pierre nouvelle, du néolithique, quand on a commencé à sédentariser, il y a eu des cochons. Et depuis ce moment-là, c'est-à-dire en gros 8000 ans avant, c'est-à-dire 8000, 9000 ans depuis ce début-là, les cochons ont partagé notre vie. Alors je raconte des tas d'histoires incroyables, et là je dois beaucoup aux historiens, notamment Michel Pastoureau, qui a fait un travail incroyable pour montrer l'intimité des relations entre nous et le cochon. Et donc ce n'était pas des élevages intensifs, mais le cochon était l'apport principal de protéines, et on tuait le cochon, ou un ou deux cochons, et ces deux cochons donnaient un apport de viande pour l'ensemble de l'année. Alors, j'ai commencé à travailler là-dessus. Je me suis rendu compte qu'à partir de cet apport un peu comme ça, tranquille, familial, on a construit une véritable industrie, l'industrie du porc, et on la voit en Bretagne. Il faut savoir que dans une truie qui va bien, elle donne 12 à 13 petits 2 fois par an, c'est-à-dire 24, 25, ça peut aller jusqu'à 30. Et comme en 8-9 mois, ça atteint plus de 100 kilos, voyez à quel point le cochon est une formidable machine à produire de la viande. De la même manière que le maïs est une formidable machine à produire de la matière qu'on dit sèche. Donc, on a construit ce trésor économique avec le cochon. Mais là, je parle sous le contrôle de mon maître absolu, le professeur René, mais c'est vrai que le cochon, en même temps, est une source de pharmacopée incroyable. Donc, j'ai enquêté auprès des médecins, parce que j'ai différents regrets dans ma vie, mais le premier, c'est de ne pas avoir été médecin et d'avoir choisi cette science imbécile qu'on appelle l'économie plutôt que la médecine. Et alors, évidemment, on n'aurait pas pu, les diabétiques n'auraient pas pu survivre s'il n'y avait pas eu l'insuline, qu'on a prélevé chez les cochons, parce que les cochons nous ressemblent énormément, pas seulement dans la répartition géographique des organes, mais aussi par leur dimension génétique. J'ai appris des choses incroyables avec les valves cardiaques. Il y a une quinzaine de jours, j'ai pris une grande leçon de chirurgie cardiaque avec un de mes copains qui m'a raconté exactement comment ça se passait. Et quand on a remplacé les valves mécaniques à billes ou à petits volets par les biovalves, dans un premier temps les cochons, et maintenant avec le péricarde de veau, mais beaucoup avec les cochons. Et comment ça marche? Parce que l'intérêt, quand vous avez une valve cardiaque de cochon, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir des anticoagulants à vie. Alors, on règle les rejets d'une manière qui m'a aussi passionné, mais je ne veux pas entrer dans les détails. Mais j'ai aussi découvert quelque chose d'incroyable. Je visitais à Jouy-en-Josas le laboratoire de l'INRA. Et je me dis, tiens, c'est étrange, dans cette partie du laboratoire, il y a des murs extrêmement épais et il n'y a pas du tout de fenêtres. Et il me dit, ah ben oui, c'est l'endroit où nous avions une collaboration avec le CEA. Le CEA, les cochons, le commissariat à l'énergie atomique, eh bien sûr. Parce qu'ici, il y avait un endroit où on irradiait les cochons à des doses progressives pour voir un peu ce qui se passait au niveau de leur peau, à quel moment ils développaient des cancers cutanés, comment est-ce qu'on pouvait régler ces cancers cutanés, comment on gérait le mécanisme des greffes de moelle osseuse, en liaison avec les services du professeur Dosset. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que le cochon, l'intimité que nous avons avec le cochon est une intimité aussi médicale. C'est un des éléments de l'unité de la vie. Il n'y a pas les êtres humains qui seraient humains et puis les autres animaux. Il y a des liens entre les deux. Et puis arrive à ce moment-là la très mauvaise annonce d'une pandémie animale, c'est-à-dire la peste porcine africaine. Alors immédiatement, je remercie le réel
de venir au devant du reporter et je me précipite dans les Ardennes, parce que c'est dans les Ardennes qu'on avait découvert les premiers cas de sangliers infectés. Sans doute par des routiers roumains, parce que la source de l'épidémie était dans l'Europe de l'Est. Ils avaient peut-être jeté un sandwich infecté, etc., etc. Donc j'assiste à la construction de la barrière avec un enjeu énorme, parce que s'il y avait un seul port infecté par la PPA en France, on ne pouvait pas exporter. L'enjeu, c'était plus d'1 milliard d'euros. Donc j'ai assisté à ça avec les vétérinaires, bien sûr, avec les préfets, j'ai regardé un peu tout ça, c'était absolument passionnant. En continuant l'enquête, je me suis rendu compte qu'il y avait d'une certaine manière une résistance à ce modèle. Alors je vais aller vite parce que tout ça est passionnant et m'a pris beaucoup de temps et de voyage à un moment où on pouvait encore voyager. C'est, comme vous savez, quand vous concentrez énormément de bêtes à un endroit, comme dans ma Bretagne Nord, c'est-à-dire le Finistère Nord et surtout les Côtes d'Armor, où je suis et où quelques-uns d'entre vous connaissent bien aussi, il y a 4 sortes de résistances qui sont d'une certaine manière les sources des revanches, comme j'aime pas trop la revanche de la terre, Gaïa est en colère, etc., etc. Mais enfin, au bout d'un moment, le système ne marche pas. Pourquoi? Parce que quand vous nourrissez tellement de bêtes, tellement vite, d'abord, il faut que vous achetiez énormément de nutriments, et en plus, bah, ces bêtes, elles pissent et elles chient. Et alors, ça va où tout ça? Donc, vous avez évidemment des conséquences qui sont les algues vertes pour une raison assez précise en Bretagne, c'est que vous avez un socle granitique, c'est-à-dire que ça ne peut pas entrer dans les nappes phréatiques. Ça va directement dans les rivières et ça se déverse dans des baies. Et si les baies sont peu profondes et où il y a du soleil, ce qui arrive très souvent en Bretagne, vous avez des algues vertes. Première donc limite à ce modèle d'industrialisation de l'élevage, des algues vertes. Deuxième question, bien sûr, la souffrance animale, avec des débats extrêmement passionnants. Et là, c'est un débat qui nous fait revenir à nos études de philo, et moi j'ai commencé mes études par la philo, et vous vous dites que finalement Descartes, d'une certaine manière, avait tort, parce que son discours de la méthode a permis de développer, de donner la place à la méthode scientifique, mais quand il dit « je pense donc je suis », ça veut dire que si tous ceux qui ne pensent pas, eh bien ils ne sont pas. Or ils sont, alors qu'ils ne pensent pas. Et la question n'est pas de savoir s'ils pensent ou non, c'est s'ils sont capables de souffrir ou non. Et évidemment, ils sont capables de souffrir. Et là, à un siècle et demi d'écart, le dialogue entre Montaigne, qui est contre le principe de Descartes, qui est l'animal comme machine, est tout à fait passionnant. Et on voit que, bien sûr, c'est Montaigne qui a raison. Troisièmement, il y a une question qui m'a passionné, c'est la question des marques. C'est-à-dire qu'il y a eu des histoires incroyables. J'ai mené une enquête auprès des anciens responsables de la Commission européenne sur la question des noms. Par exemple, on avait lancé le jambon d'Aoste. Et le jambon d'Aoste en faisant croire qu'il était italien, comme le San Daniel et des choses comme ça. Et pas du tout, c'était une ville qui est près de Tricastin, et donc c'est Aoste. Et donc, ils ont changé complètement leur pub. Et je me souviens d'un autre débat sur cette question, où je soutenais les producteurs africains de cacao, parce que ces Hollandais, qui sont des rois dans la manigance et dans le commerce à tout prix, disaient mais non, pas du tout, on peut mettre du beurre de karité, et s'il y a que on peut faire une proportion énorme de beurre de karité. Au fond, c'est aussi bon, on mettra quelques autres adjuvants et on n'y verra que du feu. Et enfin, la revanche, c'était évidemment ce transfert mondial, c'est-à-dire le risque de l'épidémie. Alors, à partir de là, le temps passe et j'ai évidemment tellement de choses à vous raconter sur nos chers amis cochons. Comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut faire quand il y a des voyages? Parce que je raconte au-delà du cochon plein d'autres animaux. Et dans ce livre, je ferai l'éloge de la chauve-souris.
Il se trouve que depuis des années et des années, ayant une partie de ma famille au Brésil, pauvre Brésil, ayant une partie de ma famille au Brésil, j'ai rencontré un certain nombre de chauves-souris, et notamment des petites chauves-souris qui sont des vampires. Et donc, cet animal me fascine depuis toujours. Pourquoi il est fascinant, cet animal? Parce que d'abord, elles sont extrêmement nombreuses, parce que c'est un ordre qui compte 1300 espèces. Et en Guyane, où je vais souvent, grâce à l'Institut Pasteur, il y en a 104. C'est fascinant de voir. Et alors, l'efficacité de la chauve-souris, c'est d'abord le seul mammifère qui vole. Mais ce qui nous intéresse, nous, dans ce climat de pandémie, c'est que la chauve-souris peut accueillir, un peu comme les oiseaux sauvages, peut accueillir des tas de virus sans être du tout incommodé. Et donc, étudier le mécanisme immunologique à l'intérieur de la chauve-souris, c'est absolument passionnant. Parce que les chauves-souris, étant très diverses, les unes se nourrissent de sang et les autres de fruits ou d'insectes, donc c'est très variable, elles se dispersent énormément puisqu'elles volent, et elles peuvent avoir des colonies qui dépassent les 40 millions d'individus. Donc, vous voyez, donc, ils ont une capacité de vivre avec des virus, donc de les transporter sans être atteints, et puis de se disperser un peu partout. Donc, dès qu'on entre dans un territoire où il y a des chauves-souris, dans la forêt ou dans des grottes, on risque évidemment d'être contaminé par les déjections de ces chauves-souris. Donc, à partir du cochon, qui est un réservoir extraordinaire des virus, dans lesquels grosses machines chimiques dans lesquelles les virus peuvent se recombiner, reprendre des forces et repartir à l'assaut, vous avez les chauves-souris et vous avez les oiseaux marins. Tout ça pour vous dire, et j'essaye d'expliquer ça le plus clairement possible, qu'il y a le passage d'un individu à un autre, de l'humain à notre humain, et d'expliquer le plus clairement possible ce qu'on appelle le franchissement de la barrière des espèces. Comment est-ce qu'on peut faire pour se protéger? Il y a 3 solutions. La première solution, c'est l'éradication. J'en ai parlé avec les moustiques, avec les risques que j'ai soulevés. La deuxième solution, et ça c'est très passionnant, parce qu'il y a tout un champ qui est ouvert aux startups, qui est la viande au-delà de la viande, c'est-à-dire la viande sans viande, c'est-à-dire la viande avec du soja, etc., ou la viande avec la culture de cellules, de muscles, et on en fait de la viande. Comment est-ce qu'on raconte tout ça? C'est un sujet en tant que tel, et moi en tant que gastronome, petit-fils de lyonnaise, membre du Club des 100, etc. etc. Donc, je me demande un peu ce que ça peut donner. En tout cas, cette possibilité de substituer existe. Et puis, il y a la concentration. Alors, il y a, non loin de Wuhan, en Chine, un ensemble de collines extraordinairement protégées. Normalement, avant ces événements, j'étais autorisé à y aller, mais je ne sais pas maintenant si j'aurai l'autorisation. Mais il y a une sorte de ville qui est réservée aux cochons, où on élève dans des bâtiments de 9 étages 60 000 truies. 60 000 truies. Donc, pourquoi il y a eu l'explosion de l'épidémie de peste porcine en Chine? Parce qu'il y avait un peu partout des petits élevages qui n'étaient pas du tout contrôlés. Donc, avec la volonté de contrôle absolu de la Chine, vous imaginez que ça ne marchait pas. Donc, ils ont choisi l'inverse, c'est-à-dire la concentration. Donc, vous voyez comment est-ce qu'on peut maîtriser ce vivant qui essaye d'échapper à toutes les contraintes en permanence. Eh bien, il y a l'éradication, la substitution avec la nouvelle viande ou la concentration. Alors, je voudrais, pour finir, je voudrais vous faire 2 remarques. Première remarque, 3 remarques. La première, c'est que je travaille en ce moment avec les organismes de police pour faire le point le plus précis possible sur le trafic des animaux sauvages. Et là, ça nous mènera ça me conduira à rencontrer un certain nombre de pangolas. J'habite le 13e. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas quelque part dans la portion chinoise de mon cher arrondissement un certain nombre de trafics de viande de brousse. Et donc, je vais savoir ça avec des policiers. Je suis en contact. Voilà, je vous raconterai ça. C'est tout à fait intéressant.
La deuxième chose que je voudrais dire, sur la question des tests, on va en entendre parler cet après-midi par notre Premier ministre, mais la question des tests est extrêmement intéressante. Parce que cette question des tests, ce n'est pas la question des tests uniquement médicaux, mais c'est le test du mal français. Parce que cette affaire du test, c'est un mélange extrêmement français, d'abord de la morgue incroyable des médecins par rapport aux vétérinaires. Je vous rappelle que Pasteur était chimiste et que les médecins l'appelaient chimiatre, et que toute sa première partie de vie a été pour essayer de débarrasser les animaux, les bêtes, de leur maladie. Et donc, il a été vétérinaire. Or, les vétérinaires ont des capacités d'analyse énormes. Et qui va me dire qu'un laboratoire qui peut produire des dizaines de milliers de tests chaque jour pour détecter si une vache est non malade de la vache folle, et elle ne peut pas apporter son appui. Dès le début, c'est-à-dire dès le début du mois de mars, les laboratoires vétérinaires ont dit « nous sommes prêts ». Et par une sorte de mélange de morgue, de folie de bureaucratique et de corruption de la part des labos biologiques humains, on a rejeté leur appui et juste maintenant, on les appelle. Quand vous imaginez que pas une demande auprès du muséum, où il y a des spécialistes de ces questions animales, pas une demande n'a été adressée du monde médical au monde vétérinaire. Ça, c'est un truc qui me semble complètement fou. Dernier point, la question du temps. Alors, ce qui me frappe beaucoup, beaucoup depuis que je suis le monde médical, c'est que en France, nous sommes sans doute parmi les champions du monde du soin et nuls en termes de prévention. Et on pourra mettre l'argent que l'on veut en soins si on ne développe pas la prévention, la globalité de notre système de santé ne fonctionnera pas. Donc cette question est absolument clé. Mais nous sommes aussi malades d'une autre maladie qui est terrible, qui est la maladie du temps. C'est-à-dire, il y a la prévention et puis il y a la prévision. De voir qu'on se disait, ben non, finalement, on n'a pas besoin de masque. Mais oui, de toute façon, il faut régler l'affaire du présent. Mais oui, il faut reporter, on fait des dettes qui vont tomber sur nos enfants. Et dernier point, qui est assez gênant parce qu'au fond, ça me concerne directement en tant que, comme vous avez remarqué, plutôt jeune. Donc, on ne veut pas voir la fin de vie. On ne veut pas accepter la mort. On ne veut pas voir la mort. Et ça m'a énormément frappé de voir tous ces moments qu'on jugeait complètement déchirants où on ne pouvait pas accompagner son ancêtre voilà, dans sa dernière demeure, comme on dit. Mais c'est exactement nous. C'est-à-dire on ne veut pas voir que la mort fait partie de l'unité de la vie, que la mort appartient à ça. Donc cette question-là, elle est là. C'est pour ça que, et c'était une suggestion dont on avait parlé avec Martin Hirsch, qui ne peut pas trop en parler, mais moi, ça m'intéresse bien en tant qu'ancien conseiller d'État, c'est d'avoir cette proposition qui n'est acceptée par personne et sûrement pas à l'Académie française, c'est-à-dire un droit de vote proportionnel à l'espérance de vie. Donc peut-être le Premier ministre pourrait en parler à 15h cet après-midi. Je vous remercie. On va on va poser des questions. Donc, Oui. Diane, oui. Oui, en effet, j'ai plusieurs questions qui sont arrivées en privé. J'entends rien du tout. Ah, est-ce que c'est mieux ainsi? Attends, j'entends rien du tout. C'est bon, Eric? Rien. Rien du tout. Rien On du t'entend, tout. Diane. Et ça se... Vas-y, Diane. Moi, je t'entends, Diane. Vas-y, Nous, Diane. on entend on entend Diane, Eric, tu nous entends? Oui, moi j'entends Diane, mais très lointain et j'entends pas du tout les questions qu'elle pose. Je m'approche à fond, alors. Une première question d'Isabelle. La méthode dite de concentration est une bombe biologique. Peut-on vraiment imaginer contrôler de tels endroits? Attendez, j'entends vraiment pas du tout. Attendez, on peut faire... Par écrit. Je vous appelle. Alors, oui, ça serait peut-être mieux. Ouais. Allô, allô. Ok, Voilà, donc, voilà, haute technique. Voilà. Alors, d'Isabelle.
La méthode dite de concentration est une bombe biologique. Peut-on vraiment imaginer contrôler de tels endroits? Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Cette sorte de concentration comme ça est pas du tout possible. En plus, on sait que ces concentrations entraînent le développement, mais là je parle sous le contrôle de René Friedman, évidemment des autres maladies qu'on ne peut absolument pas contrôler et qui vont entraîner le recours massif à des antibiotiques, entraînant eux-mêmes des résistances, etc. Donc ce système me semble complètement fou. Je voulais aller voir, voyez, l'extrémité, c'est-à-dire d'un côté, chaque ferme a son cochon, et de l'autre côté, il y a 60 000 truies. Et donc, entre les deux, il doit pouvoir y avoir des systèmes qui sont des systèmes meilleurs. Et alors, j'ai été, parce que évidemment, il n'y a pas que les enquêtes tout à fait sérieuses et austères, donc j'ai été visiter d'autres élevages qui donnent plus d'espace aux animaux et qui produisent de la viande formidable, notamment dans le Pays Basque et puis chez nos amis espagnols. Non pas du Serrano, qui est une escroquerie, c'est n'importe quoi, c'est une saloperie de jambon, mais du Bellota Bellota. Alors, donc, alors, deuxième question. Deuxième question. Beaucoup de questions, notamment beaucoup en privé, donc n'hésitez pas à les poser également en public. Donc, croyez-vous en un rétablissement d'une économie moins frénétique quand nous sortirons de cette pandémie? Alors, c'est la question absolument majeure. J'entends exactement le même refrain, mais un peu plus violent encore, que celui qu'on avait entendu en 2008 après la crise financière. Et on se souvient de la phrase du président Sarkozy qui disait à peu près l'environnement, ça suffit. Alors même que la question posée, c'est l'inverse. C'est que l'environnement est de plus en plus en péril et qu'une des raisons qui a entraîné ces problèmes majeurs, c'est justement un respect complètement oublié. Il y a une question, et j'aurais dû rajouter ça dans mon analyse avec le temps, c'est que le problème, c'est que on peut tous, et on le voit parmi nos plus proches, et notamment un salut ô combien fraternel à Henri Weber, on le voit à quel point on peut être frappé directement, immédiatement, en quelques jours par le Covid, mais on n'est pas frappé par le dérèglement climatique. Et alors, en conséquence mondiale d'une augmentation du niveau de la mer moyenne, c'est-à-dire dans des endroits bien plus hauts du niveau de la mer d'1 mètre, vous imaginez ce que ça entraînerait comme catastrophe, étant donné que la plupart des êtres humains se sont concentrés au bord des rivages. Donc, vous voyez, c'est toute cette affaire de concentration de temps. Et ce n'est pas simplement une sorte de boutade, mais nos démocraties sont malades du temps. Comment peut-on donner de la valeur au long terme, c'est-à-dire un terme qui dépasse le mandat électoral? Comment, dans nos démocraties, donner suffisamment de la valeur au long terme? Donc la question posée est une question absolument clé. Il va y avoir une bataille. On voit évidemment le drame d'un certain nombre de secteurs, dont le secteur du tourisme et le secteur aéronautique. Et évidemment, pour les avionneurs, à la fois ceux qui transportent et ceux qui fabriquent, évidemment, ils disent on va repartir comme avant, exactement comme avant. Et ça, évidemment, ce n'est pas possible. Alors, justement, si on parle du temps, nous avons une question de Charlotte. Il faudrait certainement plus de 10 minutes pour y répondre. Mais Charlotte demande comment vivre sereinement avec diverses notions de temps. Mais c'est quelque chose qui est très passionnant, qui est inventé, et que avec le confinement, on a appris que la vitesse n'était pas la seule horloge. Moi, vous savez, j'ai commencé à comprendre 2-3 choses dans les mécanismes scientifiques en travaillant sur le Gulf Stream. Et les grands savants du Gulf Stream que j'ai rencontrés, d'océanographie, ils m'ont dit cette chose qui m'a qui a bouleversé ma façon de comprendre. Il m'a dit, tu comprendras mieux l'océan, quand tu verras qu'entre les différentes couches, il n'y a pas d'homogénéité.
entre la surface et les profondeurs, c'est des mondes différents, agités par des dynamiques différentes. Tu peux très bien avoir une couche qui va nord-sud et l'autre qui va est-ouest, premièrement. Et deuxièmement, pour bien comprendre le fonctionnement de l'océan, océan unique par rapport aux mers qui sont diverses, l'océan est unique, eh bien, il y a des horloges différentes. Et je l'ai vu chez nous en Bretagne, où on a des marées qui sont parmi les plus fortes du monde, puisque ça peut aller jusqu'à 11 mètres d'écart entre marée haute et marée basse. Et là, le cycle, c'est 6 heures. Mais quand vous avez la circulation thermohaline, par exemple, qui fait plonger le Gulf Stream au plus profond de l'Atlantique, qui va jusqu'au milieu de l'océan Indien et qui revient, cette petite promenade, c'est 1200 ans. Donc, il faut réapprendre à l'imitation de la vie et de la vie de la nature de manière générale, en ayant une attention aux différentes horloges qui sont à nous et pas de l'horloge immédiatement accélérée qui est, et notamment, et l'horloge des enfants gâtés, qui est celle du tout de suite. Et d'ailleurs, mon âge avancé me permet de réveiller quelques nostalgies, mais c'est vrai qu'en matière d'amour, on peut aussi varier les rythmes et d'après mes souvenirs, ça ne procure que des satisfactions à des partenaires éventuels. Oui. Yann? Oui. Oui, absolument. Question de Serge, pardon, qui aimerait comprendre la dernière proposition du droit de vote proportionnel à la durée de vie. Et Marc nous fait remarquer qu'avec le droit de vote proportionnel à l'espérance de vie, la Grande-Bretagne serait restée dans l'Union. Ben exactement. Non, non, mais il y a des tas de choses. Ben, c'est très simple, c'est très simple. Mes enfants, ils ont 5 votes et moi, j'ai un vote. Parce que de toute façon, je ne suis pas directement concerné par les décisions que je vais contribuer à faire prendre. Donc, ça me semblerait assez normal. Mais bon, on peut dire qu'il y a la sagesse avec l'âge, j'en sais rien. Mais enfin, pour être franc, ça me frappe énormément qu'on mobilise tant pour les plus âgés et si peu pour les plus jeunes. Et que quand on voit ma génération, celle du baby-boom, cette génération, honnêtement, je suis honteux. Parce qu'on a accumulé les dettes financières bien sûr, et les dettes environnementales à une époque où c'était facile. Et à un moment donné où c'est plus difficile, eh bien on a plein de dettes et on va rajouter encore des dettes aux générations qui vont suivre. Donc je suis vraiment pas fier de notre génération pour laquelle, encore une fois, sans guerre, sans conflit majeur, sans choses comme ça, c'était vraiment facile de se bouger les fesses. Je vous remercie. Et je voudrais finir sur si pour vos plus jeunes enfants ou vos petits-enfants, quand ils demandent qu'est-ce que c'est qu'un virus, eh bien, vous avez juste à leur chanter la chanson bien connue du furet. Vous savez, il est passé par ici, il repassera par là, le furet du bois joli, le furet du bois, mesdames. C'est exactement ça. Le virus, c'est un furet. La vie, c'est un monde de furets. À bientôt. Merci, merci à Eric qui donc doit rejoindre toute une cohorte d'élus et qui donc a dit beaucoup de choses. Je ne sais pas, René, si tu es là. Voilà, juste un petit mot, je vous dis au revoir parce que, pardon de vous quitter, parce que je préside Normandie Impressionniste et vous imaginez ces 200 manifestations de toute importance, des très grandes, et donc nous avons une première réunion avec les élus en attente des décisions et des propositions du gouvernement. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Merci Eric, à bientôt. Merci. Merci Eric. Merci Eric. René, est-ce que tu Oui. peux peut-être commencer à réagir à la fois, bon, Eric a dit beaucoup de choses, à la fois sur la conception, l'unité de la vie, mais aussi il a dit des choses assez sérieuses et graves sur l'attitude du milieu médical. Bon, d'une façon générale, ta réaction à tout ce qui vient d'être dit, et puis les questions peuvent continuer pour René. Écoute, tout d'abord, je suis toujours interpellé et émerveillé par l'étendue, je dirais, de notre ami Eric, qui aborde effectivement
cette période comme une césure qui devrait être importante, aussi bien sur le plan philosophique, avec la notion du temps, que sur la question économique. Vous connaissez mieux que moi et que cela ne se répète pas comme en 2008, qu'on ne revienne pas à l'identique, ce qui va être difficile. Et puis aussi sur cette existence que tout le monde a pris conscience de la possibilité d'une nouvelle pandémie. Alors, il y avait déjà ce discours de Bill Gates en 95 qui était assez novateur. Et puis, bien sûr, il y a les gens qui sont au contact depuis un certain temps avec ces fameuses maladies émergentes qui tuent énormément. La plus importante, comme vous le savez, c'est le paludisme qui n'a pas de traitement et de prévention. Mais nous sommes donc aujourd'hui, il y a vraiment une étape importante que l'on peut prendre conscience, dont on doit prendre conscience, c'est que comment faire, quelles sont les mesures que l'on va prendre dans différents secteurs pour ne pas retomber dans cette rotation intempestive, bon, guidée, il faut bien le dire, par un capitalisme dévorant. Et ça, je ne sais pas si on sera capable, après quelques déclarations de bonnes intentions, de revenir en arrière sur les concentrations et l'augmentation de profits, etc., etc. Sur le plan médical et philosophique, c'est vrai que ce passage donc de maladie animale à l'homme, cette unité du vivant qui nous a fait partager, est vraiment une ouverture après le SARS, le MERS, le coronavirus et celui-là, il y en aura d'autres. Donc maintenant qu'on est quand même dans une mondialisation, même si on la régule un peu mieux, mais j'en doute un peu, il va y avoir d'autres émergences et d'autres affections. Alors, est-ce que, comme Philippe Lagayette le proposait, il faut que l'on crée un groupe de vigilance qui permette de prévenir, enfin de prévenir, en tous les cas d'alerter lorsque ce genre de situation se passe, c'est-à-dire de pandémie, quoi, pour parler clair. Ça, c'est un point de réflexion ou peut-être un groupe de réflexion. Qu'est-ce qui devrait changer pour que ça ne soit plus comme avant? Donc ça, c'est un vaste programme sur lequel les uns et les autres pourraient peut-être s'y mettre parce que je crois qu'on aura vraiment besoin d'une certaine conduite. Pour en revenir au domaine qui est le mien, au domaine médical, c'est la même chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour changer le système, enfin améliorer le système de santé. Mais quand je dis améliorer et je dis changer, c'est parce que je crois qu'il faut qu'il y ait une véritable rupture. La rupture, elle doit être que la santé doit rentrer dans les préoccupations territoriales, dans les préoccupations régionales. Vous savez que la santé n'est toujours pas dans le cadre de la région, laquelle région est déjà un peu grande peut-être, mais elle pourrait être subdivisée en territoires où les différents acteurs, il y en a beaucoup des acteurs de santé, pas uniquement les urgentistes, mais justement de la prévention, de l'éducation, de la formation, prise en charge au niveau où là se trouvent les gens. C'est-à-dire d'inverser le rapport. Je ne fais pas de la médecine en fonction de ce qui existe, mais c'est en fonction des besoins d'une population donnée. On peut savoir que sur 2 millions, 3 millions de personnes, on aura besoin de telle ou telle possibilité de soins et aussi de mettre en place des systèmes de prévention. Donc, c'est cette renversement, cette réflexion qui doit faire une rupture qui va, on n'a pas le temps, puis c'est pas le lieu ici de voir jusqu'à ce que doit être un hôpital et peut-on parler encore des hôpitaux sans parler de la médecine privée ou de la médecine de ville, qu'elle soit privée ou pas privée d'ailleurs. Voilà, on est dans des contradictions de concentration, là aussi en médecine, avec ces hôpitaux qui se regroupent en groupements hospitaliers de territoire. Et puis, on a aussi, je dirais, la nécessité de voir que c'est une aberration. On ne peut pas s'occuper de la regroupement des hôpitaux sans s'occuper du regroupement de la santé en général. Pourquoi? Parce que nous, en tant que allongement de la durée de vie, nous allons avoir quelques maladies chroniques, c'est moins qu'on puisse dire, et donc on va peut-être passer à un moment donné à l'hôpital, mais ça sera bref. La majorité du temps, avant et après, on sera pris dans un système médical qui soit beaucoup plus proche du domicile, en tous les cas avec différents degrés. Voilà, je ne peux pas développer plus, mais je trouve que le discours d'Éric nous permet de prendre du recul et de dire que vraiment, ça ne doit plus être comme avant.
Alors, c'est pas la table rase, ce n'est plus la table rase, en tous les cas, on a vu ce que ça donne. C'est des modifications, mais sur le plan philosophique, sur le plan du mode économique, ça c'est plutôt à vous d'en parler, et même sur le plan médical dans notre pays et dans les relations du monde. Voilà un peu quelques réflexions qui s'occupent du cochon, des moustiques, mais surtout des hommes. René, ce que disait Éric tout à l'heure sur le mépris, hein, je cite, vis-à-vis du monde des vétérinaires, etc., et le fait qu'on n'a pas, que la médecine, que le corps médical français ait traité ça par le dédain, alors qu'en Allemagne, ça n'a pas été le cas. Écoute, il faut pas tout confondre. Je veux dire par là que avec l'INRA, par exemple, moi, voilà, je travaille en permanence. La fécondation in vitro, pour parler de ce que je connais, elle provient des résultats initiaux chez l'animal, chez la lapine en 65, pour commencer. Donc, je veux dire, et beaucoup de vétos sont passés du côté biologique humain. Donc, non, je crois que dans le... Alors, peut-être que politiquement, il y a eu une décision, une absence de décision qui n'est pas bonne, mais je dirais franchement... non, aujourd'hui, on sait très bien, d'ailleurs, parce qu'on a besoin de faire un certain nombre d'expériences avec précaution, avec respect, mais avec les animaux. Et donc, on est en lien, et la plupart des chercheurs sont en lien avec le monde animal. Ok. Diane, les questions? Alors, on a une observation de la part de Francisco qui nous dit, pour repenser le monde après Covid, on pourrait peut-être commencer la réflexion à partir des gestes barrières de Bruno Latour. Donc, voyez-vous à quoi il fait référence? Non, moi je vois pas. Enfin, tu veux dire les gestes barrières habituels ou... Enfin, Alors, de Bruno Latour, donc Francisco, il aurait fallu plus détailler afin qu'on puisse engager la conversation à ce sujet. Ouais. Tu as d'autres remarques ou questions? Alors, Rémi, il me semble que tu as reçu des questions en privé. Oui, bon, il y avait une question sur finalement, en fait, cette question, l'arrivée des virus qui perturbent toute l'économie mondiale. On voit que les questions de santé sont devenues des questions aussi globales que les questions du réchauffement climatique. On voit que l'apparition d'un virus dans une partie éloignée de la planète et parfois qui peut être très pauvre pose des problèmes aussi pour des pays développés et riches et favorisés comme nous. Est-ce que ça n'invite pas aussi, vous êtes médecin bien sûr, mais à repenser la santé comme un problème collectif et global, un bien commun mondial en fait? oui, enfin, je crois que ce qui s'est passé là, par exemple, cette fois-ci, le bien mondial, c'est vrai qu'il y a un organisme, l'OMS, qui existe, qui peut être très bureaucratique, c'est vrai, parce qu'il est soumis aux différents États. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, l'alerte, elle a été donnée au niveau, je dirais, médical et au niveau OMS. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'OMS n'a pas transmis cette alerte. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu une pression énorme de la part du gouvernement chinois pour que ça ne soit pas diffusé en tant que risque de pandémie. Et il y a eu un retard à l'allumage. C'est pas que, vous savez bien, celui le médecin chinois en est décédé d'ailleurs de cette affection, comme d'autres. Et donc, la connaissance, elle existait, mais la diffusion de la connaissance de cette affection n'était pas correcte. Donc, comment modifier ce genre de choses? Parce que on ne peut plus effectivement regarder que son. Il faut avoir une médecine. Alors, c'est ça la complexité. Il faut avoir une médecine au plus proche des gens, c'est-à-dire sur le territoire, et toute forme de médecine. Mais en même temps, il faut s'élever et avoir une vision mondiale, parce que ce qui se passe, je dirais, à 10 000 kilomètres d'ici, peut arriver en 48 heures. Donc, il y a un système d'alerte qui est lié au problème écologique incontestablement. On ne peut pas faire l'abstraction de ça, au contraire. On peut même le renforcer, parce que des fois, l'écologie paraît un peu lointaine pour certains. Par contre, s'il y a quelqu'un qui est malade dans la famille, ça touche énormément. Et le problème, c'est de mettre le lien que vous faites dans la question entre ces deux situations, c'est-à-dire la modification du climat, l'augmentation de la rapidité du déplacement, dans la mondialisation en un mot, et la possibilité donc d'adaptation de certains organismes à différents types de climats. Rémi, d'autres questions?
Oui, donc Bruno Latour en fait avait fait une tribune donc que moi personnellement j'ai pas lu, donc je vais pas en parler. Voilà, mais les gestes barrières dont il parlait, je crois que la philosophie, pour relayer la question de Francisco, c'est l'idée en fait. On pose la question de la croissance. On sait que la croissance va baisser, mais est-ce qu'il faut redémarrer la production comme avant? C'est la question de savoir s'il faut redémarrer la production comme avant en niant l'unité du vivant. Je pense que c'est ça la question. Je pense que c'est une question qui ouvre plus à d'autres événements. On devra forcément en fait prolonger ça par d'autres conférences, je pense. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une vraie question, c'est de savoir si on peut relancer la croissance de la même manière qu'auparavant. On voit avec les... Alors, on a d'autres questions qui arrivent, René. On a Oui. notamment une question de Nicolas qui nous demande quelle peut être la place de l'expertise auprès du politique. La connaissance du virus est très partielle. Mais je veux dire, c'est vrai qu'on est pris. Alors, la notion du temps, c'est qu'il faut qu'on connaisse ce virus, sa reproduction, enfin, toute son évolution, et surtout qu'on prenne le temps, et ce qu'on a pris, mais on n'a pas encore les résultats, de tester un certain nombre de médications pour sortir de l'ornière actuelle. Ça ne veut pas dire la prévention ultérieure, mais ça veut dire déjà de la situation aujourd'hui. Et là, il y a une espèce de, on le voit bien, et on va le voir ce soir, il y a un combat entre les nécessités médicales qui peut-être nécessiteraient pour stopper le plus possible, c'est la poursuite d'un confinement intégral à la néo-zélandaise, qui a quand même réussi son coup incroyable, hein, 19 morts en tout et pour tout, en Nouvelle-Zélande. Mais je dirais, et puis cette importance de reprise de l'économie. En fait, peut-être dans chaque secteur, ce qu'on devrait faire, on pourrait faire, c'est une espèce de réflexion. Comment est-ce que je redémarre après cette étape? Est-ce que c'est comme avant, tel que, billet en tête, ou est-ce que je modifie? Et qu'est-ce que je modifie? Et c'est vrai que cette interdépendance qu'on a évoquée avec Eric entre l'humain et l'animal, en fait, on le voit dans tous les secteurs de la vie humaine. Économie, je dirais santé, loisirs, philosophie, tout ça doit être repris. Alors voilà, il y a une espèce de, on avait fait enfin le président de la République avait fait un grand débat dans lequel d'ailleurs, je vous rappelle, la santé n'était pas incluse, ce qui était une erreur monumentale. Peut-être un nouveau grand débat, un peu à distance, si on sort un peu la tête de l'eau, de notre situation, nous permettrait de repenser, allez, avec des plus jeunes, c'est vrai, l'avenir de nos sociétés. C'est peut-être ça, avant que la machine se remette en marche, avec masque ou sans masque, mais si c'est la même machine, peut-être que ça va refaire les mêmes complications dans quelques temps. Donc il faut vraiment peut-être un groupe de réflexion et une participation à la réflexion. Alors, René, je pense que ce sera la dernière question. Donc, une fois de plus, désolée à tous ceux dont les questions ne pourront pas être posées, parce qu'on est contrainte de temps. Donc, une question de Louis-Henri. Pour recaler la question de l'après-Covid, peut-on considérer que la situation de crise était celle qui précédait l'arrivée du virus, qui n'en est que le révélateur ou la phase 2? Non, en fin de compte, je ne crois pas. Quand je regarde la situation, finalement, écoutez, il y a eu un côté extrêmement positif sur le plan médical. Il y a eu une reconversion d'équipes médicales crevées, exténuées, non reconnues, mais qui a été exemplaire, qui est exemplaire toujours. Donc il y a des énergies et il y a une force importante. Le côté positif, ça a été l'adaptation que notre système a pu faire à cette histoire. Cependant, le fondement de la mésentente, et je dirais avec de l'équipe des médecins et du personnel médical et du gouvernement, de tous les gouvernements ces derniers temps, c'est la non prise en considération que le système de santé doit changer. Le rapport de la pratique médicale des médecins, des infirmières doit changer dans son emploi du temps et dans son rapport à son métier, mais le système de santé, c'est-à-dire cet éloignement, si vous voulez, cet hospitalocentrisme, et avec, on le voit bien avec les déserts médicaux, enfin oui, on peut reprendre tout ça, ça mériterait d'y revenir profondément, mais tout ça, évidemment, ça préexistait, ce n'était pas lié au Covid, mais prenons l'histoire du Covid pour comprendre que ce n'est pas que les urgences qu'il faut que l'on transforme avec peut-être plus de lits de réanimation, mais c'est surtout
un développement de médecine de prévention, différentes réalisations de l'acte médical et une proximité au niveau de là où se trouvent les gens, c'est-à-dire les territoires. Merci beaucoup, René. Je pense qu'on va laisser, il est temps de laisser nos présidents, donc Bernard et Pierre-Pascal, peut-être dire un dernier mot. Pierre-Pascal, tu veux commencer? Bon, pour le printemps de l'économie, je vais dire un petit mot pour conclure. Je vous remercie en tout cas. Merci Eric qui a dû quitter la réunion. Merci René Friedman d'avoir complété aussi avec vos éclairages. Voilà, on est très heureux d'avoir monté ce deuxième événement avec les GRAC. Je pense qu'il y en aura d'autres très rapidement. Voilà, donc porté à l'automne, c'est encore une manifestation de l'unité du vivant. Le printemps se fait à l'automne maintenant, mais on va prolonger toutes ces réflexions tout au long du printemps qui suit en ligne. Bernard. Oui, écoutez, pareil, très heureux de cette nouvelle, de ce nouveau café. On donne rendez-vous à tous ceux que ça intéresse pour lundi à 8h30 pour cette fois-ci un regard double sur cette crise sanitaire et les perspectives économiques que ça entraîne entre la France, regard comparé entre la France et le Royaume-Uni. On aura comme invité Nicolas Bouzou et Gillian Rachman, qui est le spécialiste au Financial Times des questions internationales. Et voilà, et d'ici là, le contact est toujours possible, bien sûr, sur le site des GRAC. Vous pouvez consulter, vous pourrez sans doute avoir l'enregistrement de cette émission et puis celle de la précédente, et aussi trouver nos différents articles. Un petit mot aussi, ça a été dit par Eric tout à l'heure, un petit mot d'hommage à Henri Weber qui nous a quittés du coronavirus et que beaucoup d'entre nous avaient à la fois comme repère et comme amis. Voilà, donc à très bientôt à tous et bonne journée et bonne fin de semaine.